Alors vous êtes forcément amené à avoir des différentes opinions. Vous n'avez pas le choix. Nous ne sommes pas des personnes passives, quoi qu'il arrive. À 99 ans, au bord d'un siècle, Olivia de Havilland a finalement abordé l'histoire de sa sœur. Hollywood n'a jamais cessé de la raconter, elle n'a pas offert une réconciliation toute faite. Au lieu de cela, elle a décrit Joan Fontaine comme brillante, mais dangereusement erronée dans sa façon d'interpréter les gens et les événements, et a admis que, pour son propre bien-être, le silence avait souvent été la seule défense. Cette franchise tardive a choqué les fans qui pensaient que la querelle n'était que du théâtre de tabloïd. Et si les mythes sur les snobages de la nuit des Oscars, les fractures familiales et les décennies de distance cachaient une vérité plus froide et plus compliquée, dans les prochaines minutes, nous allons retracer la rivalité des escarmouches de l'enfance au moment décisif de leur carrière, puis aux mots mesurés qu'Olivia a choisis à l'approche de ses 100 ans. Des mots qui ont redéfini tout ce que vous pensiez savoir, essayez de ne pas être surpris. Bien avant que le monde ne connaisse leur nom, Olivia de Havilland et Joan Fontaine n'étaient que deux petites filles qui grandissaient dans un environnement déjà chargé de tensions. Elles sont nées à Tokyo, de parents britanniques, mais la famille s'est désintégrée presque immédiatement. Leur père, avocat, est resté au Japon, tandis que leur mère a emmené les filles en Californie dans l'espoir de prendre un nouveau départ. Cette rupture précoce a marqué les deux enfants d'un sentiment d'instabilité. Et c'est en Californie que les bases aussi de leur célèbre rivalité ont commencé à se dessiner. Les sœurs n'avaient que 15 mois d'écart et dès le début, la comparaison était inévitable. Les enseignants ont remarqué qu'Olivia excellait sur le plan scolaire et se comportait avec une assurance qui la faisait paraître plus âgée que son âge. Joan, quant à elle, était souvent maladive et fragile étant enfant, ce qui lui donnait l'impression d'être éclipsée par sa sœur, plus forte et plus sûre d'elle. Même leur mère, qui poussait les deux filles à réussir, aurait favorisé Olivia, l'encourageant à prendre la lumière dans les pièces de théâtre scolaire, tandis que Joan était laissée à se battre pour des miettes de reconnaissance. Ce qui aurait pu être une compétition fraternelle ordinaire a pris des tournures plus acérées. Une histoire qui a été racontée à maintes reprises est le fameux incident de la clavicule, lorsque Olivia aurait poussé Joan dans un accès de colère, lui laissant une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Qu'elle soit exagérée ou non, Joan elle-même a insisté sur le fait que de tels moments ont défini leur relation. Elle a été considérée comme le parent pauvre, pensant toujours des blessures, émotionnelles ou physiques, tandis qu'Olivia allait de l'avant. Olivia, pour sa part, a admis plus tard que les sœurs se chamaillaient comme n'importe quel couple d'enfants, mais a présenté cela comme des chamailleries inoffensives, balayant l'interprétation la plus sombre. Au fil des ans, leurs conflits ne se sont plus limités au foyer. Au moment où elles sont arrivées au lycée, Olivia et Joan étaient déjà en compétition d'une manière qui préfigurait leur vie adulte. Olivia obtenait les rôles principaux dans les pièces de théâtre. Joan était souvent reléguée à des rôles de soutien. Joan en voulait d'être comparée et Olivia en voulait à Joan de refuser d'accepter sa place de sœur cadette. La dynamique s'est durcie en un schéma. Joan, la challenger, Olivia, la figure apparemment intouchable qu'elle ne pourrait jamais détrôner. Pourtant, ces batailles d'enfance n'étaient que l'acte d'ouverture. Le passage d'une maison californienne tranquille aux lumières vives d'Hollywood allait amplifier chaque rivalité, chaque affront et chaque blessure tacite. Et une fois les caméras en marche, la querelle qui avait commencé dans l'enfance deviendrait une légende. Lorsque Olivia de Havilland a fait ses premiers pas à Hollywood, elle semblait promise à la célébrité. Découverte alors qu'elle jouait dans une pièce de théâtre scolaire, elle a rapidement été engagée par Warner Brothers et s'est lancée dans une série de rôles qui mettaient en valeur son élégance et sa présence naturelle à l'écran. Au milieu des années 1930, elle a joué aux côtés d'Errol Flynn dans des épopées d'aventure qui ont défini l'âge d'or de Warner Brothers. Son nom était placardé sur les panneaux publicitaires du monde entier. Joan, cependant, a fait face à un chemin différent. En suivant Olivia dans l'industrie, elle a rencontré une résistance immédiate. Les directeurs de casting ont hésité, craignant que deux actrices nommées de Havilland ne déroutent le public. Pire encore, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Olivia elle-même n'était pas désireuse de partager sa notoriété durement acquise avec sa sœur cadette.
Déterminée à réussir selon ses propres conditions, Joanne a adopté le nom de famille de leur beau-père, Fontaine. C'était une réinvention qui apportait à la fois liberté et douleur. Elle n'était plus liée à la gloire grandissante d'Olivia, mais ce nouveau nom s'accompagnait d'une reconnaissance tacite. Elle était l'outsider, forcée de se tailler une voie parallèle plutôt que de se tenir aux côtés de sa sœur. Cette décision allait s'avérer fatidique. En 1940, Alfred Hitchcock a choisi Joan Fontaine pour incarner le rôle principal dans Rebecca, le thriller envoûtant devenu un classique intemporel du cinéma. Cette performance lui a valu les éloges de la critique et l'a positionnée comme une rivale sérieuse d'Olivia, dont la propre carrière était florissante avec des rôles dramatiques dans des films comme Autant en emporte le vent. Presque du jour au lendemain, la presse s'est emparée de l'histoire de la rivalité entre sœurs, alimentant les colonnes de potins avec des comparaisons haletantes. Les gros titres les présentaient comme des concurrentes plutôt que comme des proches, faisant valoir l'idée que Hollywood n'avait de la place que pour une seule star de la lignée de Haviland. Les sœurs elles-mêmes n'ont pas fait grand-chose pour dissiper ce récit. Joanne a confié dans des interviews qu'elle se sentait souvent jugée par rapport aux réalisations d'Olivia, tandis qu'Olivia projetait une image de sérénité, comme si la rivalité était au-dessous de sa dignité. Mais à huis clos, les deux ont ressenti la douleur. La pression d'être publiquement mesurées l'une à l'autre a amplifié chaque blessure privée de l'enfance, transformant les hauts et les bas de carrière ordinaire en victoires ou défaites symboliques. Au début des années 1940, les deux femmes étaient des stars à part entière. Pourtant, au lieu d'une célébration, ce moment a préparé le terrain pour l'un des chapitres les plus tristement célèbres de l'histoire des Oscars. Les Academy Awards allaient bientôt devenir le champ de bataille où des décennies de ressentiment et d'ambition se joueraient sous les feux de la rampe les plus éclatants. La rivalité qui avait mijoté pendant des années a finalement éclaté au vu et au su de tout, à l'endroit même où les apparences comptaient le plus, les Academy Awards. En 1942, les deux sœurs ont été nommées pour le prix de la meilleure actrice. Olivia pour All Back the Dawn et Joanne pour Suspicion d'Alfred Hitchcock. La presse s'en est donnée à cœur joie, présentant la cérémonie comme une épreuve de force entre des sœurs qui, soi-disant, ne pouvaient pas se supporter. C'était le genre de récit qu'Hollywood adorait. Une famille transformée en compétition, du glamour mêlé à du venin. Lorsque l'enveloppe a été ouverte et que le nom de Joan Fontaine a été annoncé, l'histoire s'est écrite. Elle est devenue la première des sœurs à remporter un Oscar et l'une des plus jeunes actrices à le faire. Les caméras ont capturé sa réaction stupéfaite, ses mains tremblant alors qu'elle montait sur scène. Plus tard, Joan a affirmé qu'Olivia l'avait à peine félicitée après coup, lui offrant une poignée de main froide et rien de plus. Olivia a rétorqué qu'elle était fière de sa sœur, mais des histoires sur sa froideur ont néanmoins circulé, cimentant l'idée que la victoire de l'une était l'humiliation de l'autre. Le deuxième point chaud des Oscars est survenu en 1947, lorsque Olivia a été nommée et a gagné pour « À chacun son destin ». Le moment aurait dû être un triomphe, mais une seule photographie de cette nuit-là a éclipsé la récompense elle-même. On y voyait Joanne s'avancer pour féliciter sa sœur, mais Olivia semblait se détourner au dernier moment, laissant Joanne debout, la main à moitié tendue. L'image a fait le tour des journaux, devenant un symbole instantané de l'hostilité présumée des sœurs. Les deux femmes insisteront plus tard sur le fait que la photo ne racontait qu'une partie de l'histoire. Olivia a expliqué qu'elle avait déjà embrassé Joanne plus tôt et que la photo la montrait en train de s'éloigner à cet instant précis. Joanne, cependant, a écrit dans son autobiographie que Olivia l'avait délibérément snobée. Chaque version semblait plausible, mais chacune avait son propre objectif. Pour le public, la vérité importait moins que le drame. La querelle entre de Haviland et Fontaine était désormais immortalisée dans la légende d'Hollywood, renforcée par les projecteurs impitoyables de la nuit des Oscars. À partir de ce moment, chaque prix, chaque nomination et chaque étape importante de la carrière de l'une ou l'autre des sœurs a été interprétée à travers le prisme de la rivalité. Les Academy Awards n'avaient pas seulement couronné des gagnantes, ils avaient alimenté une histoire de famille qui entrait les deux femmes pour le reste de leur vie. Après que les Oscars d'Ordo qui scellaient leur réputation de rivales,
Olivia de Havilland et Joan Fontaine ont constaté que chaque étape de leur vie privée était présentée comme un nouveau round de leur duel permanent. Les magazines de potins d'Hollywood étaient impitoyables, transformant les mariages, les divorces et les choix professionnels en munitions pour le récit du combat entre sœurs. Pour deux femmes qui avaient passé leur enfance à se disputer la reconnaissance, la couverture médiatique était à la fois enivrante et épuisante. La carrière d'Olivia a monté en flèche grâce à sa décision de se battre contre Warner Brothers pour obtenir de meilleurs rôles. Une initiative audacieuse qui a conduit à la décision historique des Havilland, une décision de justice qui a libéré les acteurs des contrats à long terme avec les studios. Cette réalisation a redéfini les droits du travail à Hollywood et sa victoire a fait les gros titres comme preuve de son indépendance et de sa détermination. Joan, quant à elle, s'est forgé une réputation en incarnant des héroïnes vulnérables mais résilientes, continuant à obtenir des rôles importants tout au long des années 1940. Pourtant, plus Olivia était dépeinte comme une pionnière, plus Joan semblait être la sœur réactive se battant pour prouver qu'elle était tout aussi capable de façonner son propre destin. Leur vie personnelle a offert encore plus de matière aux chroniqueurs. Olivia a épousé le romancier Marcus Goodrich en 1946, mais le mariage n'a duré que quelques années. Plus tard, elle a épousé Pierre Galanté, un journaliste français, et s'est installée à Paris, menant une vie que la presse américaine a qualifiée d'élégante et de cosmopolite. Joan s'est mariée 4 fois et chaque relation a été examinée à la loupe dans les colonnes de potins qui insistaient souvent sur sa prétendue recherche de stabilité. Le contraste entre le style de vie européen stable d'Olivia et l'histoire romantique turbulente de Joan est devenu une autre façon pour les commentateurs de tracer des lignes de compétition. Ce qui était souvent perdu dans le bruit ambiant, c'est que les deux femmes souffraient du même éclat impitoyable de la célébrité. Aucune ne pouvait vivre sans être mesurée à l'autre. Un succès au box-office pour Olivia était présenté comme un revers pour Joan et vice-versa. Même lorsqu'elles jouaient dans des genres totalement différents, les comparaisons constantes dépouillaient leur travail de son individualité. Les fans, les critiques et même les dirigeants de studio semblaient accros à l'idée que le succès d'une sœur devait toujours se faire au détriment de l'autre. Il en résultait une sorte de piège. L'affection qui avait pu subsister entre elles s'est érodée au fil des décennies de gros titres transformant les affaires de famille en théâtre public. Et lorsque l'événement familial le plus douloureux de tous s'est produit, la rupture s'est durcie en quelque chose de définitif. S'il y avait une chance de réconciliation, c'était peut-être en 1975 lorsque la mère d'Olivia de Havilland et de Joan Fontaine, Liliane, est décédée. Au lieu de cela, ce moment a élargi le fossé pour en faire quelque chose de permanent. Pour les personnes extérieures, les funérailles semblaient être un devoir solennel, le genre d'événement où les membres de la famille pouvaient mettre de côté les vieilles rancunes face à un deuil partagé, mais pour Olivia et Joan, c'est devenu le point de rupture définitif. Les récits de ce qui s'est passé divergent et c'est en partie ce qui a maintenu la querelle vivante dans l'imaginaire collectif. Dans son autobiographie No Bed of Roses, Joan Fontaine a affirmé qu'elle n'avait pas été correctement informée des préparatifs des funérailles, alléguant qu'Olivia l'avait intentionnellement tenue dans l'ignorance. Selon la version de Joan, elle n'a découvert les détails que lorsqu'il était trop tard pour assister à la cérémonie comme elle le souhaitait. Elle a suggéré que sa sœur l'avait délibérément exclue, un affront qu'elle a interprété comme l'acte de trahison ultime. Olivia, cependant, a offert un récit très différent. Elle a soutenu qu'elle avait personnellement contacté Joan et que l'invitation était claire. De son point de vue, c'est Joan qui avait choisi de rester distante, peut-être peu disposée à affronter sa sœur dans un moment aussi vulnérable. Pour Olivia, l'accusation d'exclusion était non seulement fausse, mais profondément blessante, d'autant plus qu'elle pleurait la perte de leur mère. Quelle que soit la version qui contenait le plus de vérité, les conséquences ont été indéniables. Les sœurs ont complètement cessé de se parler, les quelques liens ténus qui subsistaient entre elles ont été coupés au cours de ces semaines douloureuses en 1975. Les amis et les collègues se souviendront plus tard que le silence était total.
Pas d'appel téléphonique, pas de lettres, pas de rencontres fortuites colmatées par une conversation polie. Pendant près de 4 décennies par la suite, les deux ont vécu des vies séparées comme si l'autre n'existait pas. La tragédie de leur éloignement a été amplifiée par le fait que leur mère avait souvent été celle qui jouait le rôle de pacificatrice, même si elle était imparfaite. Avec sa disparition, l'équilibre fragile s'est effondré. Les observateurs d'Hollywood ont noté que, dès lors, chaque fois qu'une sœur apparaissait à un événement ou donnait une interview, l'absence de l'autre devenait une histoire en soi. La querelle avait dépassé la rivalité pour devenir quelque chose de plus froid, de plus durable et de bien plus difficile à réparer. Et des décennies plus tard, lorsque le rideau est tombé pour l'une des sœurs, le monde s'est tourné vers l'autre, attendant de voir comment elle réagirait. Pendant près de 40 ans après les funérailles de leur mère, Olivia de Havilland et Joan Fontaine ont vécu dans des mondes opposés. Olivia est restée à Paris, loin d'Hollywood, mais jamais loin de sa mémoire. Joan est restée en Californie, continuant à faire des apparitions, à accorder des interviews et à réfléchir occasionnellement à sa carrière. Le silence entre elles est devenu légendaire, un mystère qui fascinait les fans presque autant que leurs films. Les écrivains ont spéculé à l'infini. Avaient-elles échangé des lettres privées? L'une ou l'autre avait-elle tenté de se réconcilier en secret? Ceux qui les connaissaient le mieux en doutaient. De l'avis de tous, le silence a perduré. Puis, en décembre 2013, Joan Fontaine est décédée à l'âge de 96 ans. Pour une querelle si longue à se mettre en place, la question s'est immédiatement posée à Olivia. Allait-elle parler? Allait-elle rompre le silence avec un hommage sincère ou allait-elle maintenir la distance même dans la mort? Le monde attendait. La réponse d'Olivia a été brève mais révélatrice. Par l'intermédiaire de son avocat, elle a publié une déclaration disant qu'elle était choquée et attristée par la mort de sa sœur. C'était une phrase qui portait à la fois sincérité et retenue. Il n'y avait pas d'anecdote élaborée sur l'enfance, pas de déclaration générale de pardon et pas de tentative de réécrire le passé. Au lieu de cela, Olivia en a offert juste assez pour reconnaître le poids du moment, mais pas assez pour suggérer que la relation avait jamais été guérie. La formulation a fasciné le public. Pour certains, c'était la preuve d'une affection persistante, la preuve que sous les décennies de silence, Olivia n'avait jamais cessé de se soucier de sa sœur cadette. Pour d'autres, c'était simplement formel, une obligation de dire quelque chose lorsque le monde l'exigeait. Quoi qu'il en soit, l'effet a été saisissant. Même à 90 ans, les mots d'Olivia avaient le pouvoir de relancer les débats sur l'une des rivalités les plus durables d'Hollywood. Ce qui rendait ce moment d'autant plus poignant, c'était le fait qu'Olivia était désormais le dernier lien survivant avec leur histoire commune, chaque souvenir de leur enfance à Tokyo, chaque représentation théâtrale, chaque nuit de tension aux Oscars, tout cela ne vivait qu'en elle. Le public savait que tout ce qu'elle choisirait de révéler ou de taire deviendrait la version finale des événements. Et pendant des années, elle a choisi de rester surtout silencieuse, préservant son silence à la fois comme une armure et un héritage. Mais à l'approche de son 98e anniversaire, Olivia a surpris tout le monde. Après des décennies de retenue mesurée, elle a offert un rare aperçu de ses véritables sentiments à l'égard de Joan, et ce qu'elle a dit a laissé les fans stupéfaits. Au moment où Olivia de Havilland a atteint l'âge de 99 ans, elle maîtrisait depuis longtemps l'art du silence. Elle avait refusé d'innombrables interviews sur Joan Fontaine, écarté des questions sans fin et s'était construit une image digne, celle d'une des dernières icônes vivantes de l'âge d'or d'Hollywood. C'est pourquoi son aveu à l'approche de son centenaire a stupéfié même les fans les plus aguerris. Pour la première fois depuis des décennies, Olivia s'est autorisée à parler directement de sa sœur. Pas par le biais de colonnes de potins, pas par le biais de représentants légaux, mais avec ses propres mots soigneusement choisis. Elle a qualifié Joan de brillante, un compliment qui a surpris ceux qui n'attendaient que de l'amertume. Mais Olivia ne s'est pas arrêtée là. Elle a ajouté que Joan souffrait de ce qu'elle a décrit comme un astigmatisme dans sa façon de voir les gens et les événements. C'était une métaphore frappante, suggérant que la perspective de Joan était faussée, qu'elle interprétait le monde à travers un prisme déformé. Venant d'Olivia, connue pour sa précision et son assurance, la déclaration a eu le poids d'un jugement final,
Puis est venue la phrase la plus obsédante de toutes. Olivia a admis que si Joan avait vécu jusqu'à son 100e anniversaire, elle serait restée silencieuse, non pas fierté, mais par ce qu'elle a appelé de l'autoprotection. Le choix des mots a révélé plus que des décennies de potins n'auraient jamais pu le faire. Cela impliquait que parler ouvertement de sa sœur était dangereux pour sa tranquillité d'esprit, que même dans sa vieillesse, elle craignait d'être ramenée dans le tourbillon du conflit. Pour les fans, c'était à la fois déchirant et révélateur. Pendant des années, beaucoup avaient supposé que la querelle était exagérée par les attachés de presse d'Hollywood et les chroniqueurs de potins désireux de vendre des gros titres. L'aveu d'Olivia, cependant, a suggéré que la rivalité était bien réelle, enracinée non seulement dans des malentendus, mais dans des blessures suffisamment profondes pour durer toute une vie. Sa description de Joan comme étant à la fois douée et tragiquement mal avisée brossait un tableau plus complexe que les caricatures des tabloïds. Ce n'était ni de la haine, ni de la réconciliation, c'était quelque chose entre les deux, un nœud emmêlé d'admiration, de douleur et de distance. Ces mots de fin de vie se sont rapidement répandus dans les journaux et les médias de divertissement. Ils ont été disséqués, débattus et commémorés comme le verdict final d'Olivia sur une relation qui avait défini une grande partie de sa vie. Et tandis que les fans étaient stupéfaits par la franchise, Olivia a prouvé une chose. Même à 99 ans, elle contrôlait encore l'histoire. Les paroles d'Olivia de Havilland à 99 ans ont peut-être stupéfié les fans, mais elles ont également révélé une vérité sur son caractère. Elle n'avait jamais abandonné le contrôle de son propre récit, même en tant que l'une des dernières stars vivantes de l'âge d'or d'Hollywood. Elle comprenait que la façon dont elle et Joan Fontaine seraient remémorées ne serait pas laissée au hasard. Cela est devenu plus clair que jamais en 2017 lorsque la série télévisée Feud B et Joan a été diffusée. La série dramatisait la rivalité entre Bette Davis et Joan Crawford, mais elle mettait également en scène Catherine Zeta-Jones jouant Olivia, ajoutant des commentaires sur Joan Fontaine. Olivia n'était pas contente. À 101 ans, elle a intenté une action en justice contre les producteurs de la série, arguant qu'ils avaient mis des mots dans sa bouche, des répliques qu'elle n'avait jamais prononcées, en particulier une remarque désobligeante sur Joan. Elle a affirmé que la série l'avait dénaturée et avait terni sa réputation en la réduisant à un personnage secondaire dans le drame de quelqu'un d'autre. Le procès était extraordinaire, non seulement par son contenu, mais aussi par l'âge de la femme qui l'intentait. Peu de centenaires s'attaquent aux studios hollywoodiens devant les tribunaux. Mais Olivia l'a fait, déterminée à préserver son image et, par extension, la mémoire de sa querelle fraternelle. Bien que l'affaire ait finalement été rejetée, le message était sans équivoque. Olivia voulait avoir le dernier mot. Elle ne permettrait pas aux autres de définir son héritage, ni de réduire la vérité compliquée de son lien avec Joan Fontaine à des commérages ou à un mélodrame scénarisé. D'une certaine manière, le procès a été sa dernière bataille menée non pas sur un plateau de tournage ou sur la scène des Oscars, mais dans une salle d'audience où elle a une fois de plus exigé la reconnaissance selon ses propres conditions. Lorsqu'Olivia est décédée en 2020 à l'âge de 104 ans, des hommages ont afflué du monde entier. Beaucoup ont célébré ses performances, sa lutte juridique historique contre Warner Brothers et son statut de dernière grande star d'une époque révolue. Mais tissé dans presque tous les souvenirs, il y avait l'ombre de Joan Fontaine. La querelle, la rivalité, les aveux tardifs, tout est resté indissociable de l'histoire d'Olivia. Et c'est peut-être ce qu'elle comprenait mieux que quiconque. Les familles se fracturent, les légendes montent et descendent, mais l'histoire ne retient que ce qui est écrit, dit à voix haute et pour lequel on s'est battu. Olivia de Havilland, jusqu'à ses dernières années, s'est assurée que le dernier chapitre de son histoire et de celle de ses sœurs soit raconté de sa propre voix. L'histoire d'Olivia de Havilland et de Joan Fontaine prouve que même les légendes portent des blessures que le temps ne peut pas toujours guérir. Qu'en pensez-vous ? Les aveux tardifs d'Olivia étaient-ils un acte d'honnêteté ou simplement sa façon de contrôler l'histoire une dernière fois ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous voulez plus de rivalité hollywoodienne inédite et de révélations choquantes, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner.
Il existe d'innombrables histoires qui attendent d'être racontées et vous ne voudrez pas manquer la prochaine.